cas, merci beaucoup. On va peut-être donner la parole à Pierre Corvol, si vous voulez, et on discute après. Ah, une précision. Ah, on va vous corriger quelque chose, là. Parce que vous avez cité la loi qui a une portée générale, mais elle a été précédée, je crois, en 2013, par une loi qu'on appelle la loi Blandin, et qui, elle, concerne les mêmes dispositions que celles que vous avez décrites, mais uniquement pour des domaines qui tiennent à la santé et à l'environnement. Autrement dit, il y a eu cette phase expérimentale très ciblée et qui était assortie d'une obligation, c'est que les informations données par ces personnes, qui sont courageuses, ne puissent pas être données directement aux médias, mais qu'elles s'adressent soit à l'administration, soit à l'entreprise. Excellente précision, je vous remercie, parce que la loi, je reviens à la loi Sapin, que je connais probablement un peu mieux que celle que vous venez de citer, mais pour rebondir sur votre remarque, la loi Sapin oblige le lanceur d'alerte à l'intérieur de l'entreprise de s'adresser d'abord au médiateur interne, et ensuite, si c'est inefficace, d'aller vers les autorités, comme la DGCRF, le procureur, etc. Et si ça ne fonctionne pas aussi, vers les médias. Donc il y a une escalade à 3 niveaux pour assurer la protection du lanceur d'alerte et faire en sorte qu'il soit considéré de bonne foi et de donner la chance à l'entreprise de régler le problème à l'intérieur, et si ça ne fonctionne pas, là, d'aller à l'extérieur. C'est tout à fait exact. Merci. Bien, merci encore pour cet exposé qui était extrêmement intéressant à mon point de vue. Donc notre prochain conférencier est Pierre Corvol. Alors je ne suis pas sûr que ce soit vraiment nécessaire de présenter Pierre Corvol. Son nom est revenu plusieurs fois hier, aujourd'hui, dans différents exposés, puisqu'il y a le rapport Corvol. Et en fait, lorsque nous avons invité Pierre, sa réponse a été « Bon, je veux bien, mais faire encore une fois l'introduction, le rapport, etc. » Alors, il a dit, mais est-ce que, parce qu'il y a quelque chose d'intéressant, c'est aussi la confiance que la société a dans la science. Est-ce que je ne pourrais pas traiter ça? Alors on lui a dit, mais bien sûr, Pierre, c'est avec grand plaisir qu'on va entendre cette conférence. Alors, bon, simplement, je ne vais pas rentrer plus dans les détails des différentes fonctions de Pierre Corvol. Peut-être simplement citer la plus récente, puisqu'il est vice-président de l'Académie des sciences, donc vraisemblablement, dans un futur pas trop lointain, président de l'Académie des sciences. Merci beaucoup, Pierre, d'être venu. Merci. Merci beaucoup, Claude, et merci à vous tous de m'avoir invité, parce qu'effectivement, le mot confiance a été répété depuis, en tout cas cet après-midi où j'ai suivi les différentes interventions. Et en fin de compte, ce qu'on voit bien, c'est que lorsqu'il y a une rupture de la confiance induite par une fraude, une méconduite scientifique, en fait, c'est très grave. C'est quelque chose qui ébranle progressivement, comme une onde de choc, la confiance de la société dans la science. Toutefois, on va le voir, on peut mettre en doute un certain nombre, et c'est même heureux s'il n'y avait pas de doute en science, je ne sais pas très bien, on irait. Le scepticisme, c'est quelque chose d'un peu plus. Donc on va essayer de voir tout cela ensemble, si vous le voulez bien. En fait, la question ne se posait pas à l'âge des Lumières. Je remonte assez loin, c'est vrai, d'accord, au XVIIIe siècle, mais finalement dans l'encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, au passage c'est important, les trois, de Diderot et d'Alembert, la science était à son âge d'or en quelque sorte. Et même un siècle après, vous voyez ici, surmonté d'un pigeon un petit peu intrus, une statue qui représente la science et l'art au 19e. Il n'y avait pas de problème. Et à la même époque, pour ceux d'entre nous qui étions dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne il y a 50 ans, on pouvait contempler la fresque superbe de Puvis de Chavannes, qui est le bois sacré où se trouvent les différentes disciplines de la science. Il n'y a plus un arbre scientifique qui est collectif et qui est homogénéisant, si je puis dire, mais déjà une floraison, des bourgeons de différentes disciplines scientifiques. Alors, toujours, à peu près un peu plus d'un siècle, il n'était pas question de fraude. Regardez ce que disait Henri Poincaré, le mathématicien, il ne peut pas y avoir de science immorale. En effet, pour lui, il était impossible d'imaginer qu'un chercheur ne soit pas mu par la vérité, et donc
il estimait qu'il ne peut pas y avoir de science immorale. D'ailleurs, regardez bien qu'il n'utilise pas l'indicatif. Il utilise l'indicatif, mais pas l'impératif. Il ne dit pas « il ne doit pas y avoir de science immorale ». Et il dit même que nous sentons que nous travaillons pour l'humanité et que l'humanité nous devient de plus en plus chère. Et il suggère que la science peut jouer un rôle important dans l'éducation morale. Et lorsque, éventuellement, il pourrait y avoir une défaillance dans la conduite scientifique, en cas de conflit de devoir, il dit on doit s'en rapporter à sa conscience et que toute intervention légale serait inopportune et un peu ridicule. Donc vous voyez qu'on est très très loin de ce que vient de nous dire notre collègue de General Electric et de ce que nous essayons de faire, nous, dans notre domaine scientifique, dans le secteur public. Et ceci, je vous invite à lire les conférence sur la morale et la science dans ses dernières pensées de 1913. Au fond, cette période, je crois qu'un certain nombre de scientifiques, en tout cas comme moi qui ai débuté il y a plus de 50 ans, c'est ça que nous cherchons, une science attractive, belle, universelle, pure, jalouse de son indépendance, bien sûr, comme ça a été dit, conquérante. Il y a tout à conquérir, il y a plein de connaissances qui sont à connaître. Et de fait, les statistiques que l'on peut récolter à partir de sondages, avec toujours évidemment la question de savoir comment ils sont réalisés, comment la question est posée, c'est de dire que les Français s'intéressent à l'actualité des sciences pour 2/3 d'entre eux, et d'ailleurs juste après l'actualité internationale d'un côté, mais avant les actualités culturelles et politiques. Et pourtant, depuis maintenant la Seconde Guerre mondiale, on sait très bien que le chercheur n'est pas cet être idéal, purement habité par la quête de la vérité. D'abord parce que la science a d'autres enjeux que la recherche de connaissances pures. La science a permis des enjeux importants, notamment au moment de la Première et la Seconde Guerre mondiale, enjeux militaires, diplomatiques, politiques. D'ailleurs, on parle de diplomatie scientifique. Enjeu de croissance économique, c'est la vraie guerre économique. On ne peut pas non plus, à ce moment-là, séparer complètement une science pure et abstraite, purement avide de connaissances théoriques, sans évidemment envisager les retombées importantes pour le pays. Et progressivement, les relations entre la science et l'industrie ont changé avec des moyens qui se sont accrus pour la recherche scientifique. J'ai lu avec intérêt le livre de Didier Houssin qui s'appelle « Soignons la science », publié chez Odile Jacob cette année, où il rapporte que l'OCDE a fait part d'une augmentation considérable des moyens en matière de recherche, en moyens matériels et en moyens humains. En 10 ans, les 34 pays de l'OCDE sont passés de 2,5 millions de chercheurs à 3,5 millions de chercheurs. Ce sont des chiffres qui sont énormes. Donc il n'est pas exclu qu'il y ait quelques scientifiques qui ont un gène aberrant, si j'ai bien compris, M. Hayech, puisque c'est quand même assez inquiétant, puisqu'il y a de l'inné et de l'acquis. Je suis violemment contre le gène de la fraude, ou bien le mien, je l'espère, a muté. Alors, si on pose la question de savoir aux Français si la science et la technologie permettront de guérir le sida, oui. Le cancer, oui. L'Alzheimer, il faut être optimiste. Dieu merci, les Français le sont, parce qu'on en est très, très, très loin. Mais même, vous voyez, ils font une confiance, je dirais presque, entre guillemets, aveugle à la science, puisqu'ils estiment que cloner un être humain est possible. Je ne dis pas que ce soit éthique, c'est une autre affaire. Mais les Français sont intéressés par la prédiction des catastrophes naturelles. Ça, c'est un point important, parce que c'est là une attente des Français, de résoudre, bien sûr, les problèmes de famine et d'accès à l'eau, de résoudre le problème du réchauffement climatique. Alors ça, c'est intéressant. C'est quelque chose qui, au Collège de France, nous souhaitions avoir un véritable dialogue avec Le Monde et le magazine La Recherche. Et cette question a été répétée régulièrement durant les 3 ans que vous voyez, avec un léger fléchissement, d'ailleurs, sur un échantillon représentatif. Et ceci a été repris par un sondage récent qui montre pratiquement les mêmes résultats. Donc, nous avons un devoir de confiance que nous devons aux Français.
Alors je me suis intéressé à la manière dont Condorcet, puisqu'on est dans débat démocratique, voyait au moment de la Révolution les conditions à l'exercice de la démocratie. Il voyait 3 conditions essentielles pour lesquelles la démocratie devait se fonder, reposer. 1, la confiance dans les gouvernements. Ça, c'est très intéressant. Confiance et cum fidere, c'est-à-dire se fier à. Au fond, Condorcet dit, on ne peut pas gouverner si on ne fait pas confiance au moins le temps d'une élection. Donc, il partait pour quelques années de confiance, pour pouvoir asseoir en quelque sorte la politique. La deuxième chose qu'il disait, il faut que les citoyens puissent délibérer, formuler leur accord, leur désaccord, de façon à pouvoir ensuite établir de façon éclairée leur vote. Et enfin, et je crois que c'est un point très important, il disait, mais pour délibérer, et pour qu'il y ait un dialogue entre le politique et le citoyen, il est essentiel qu'il y ait l'élaboration et le partage d'un langage commun. Et ça, j'insiste là-dessus. Ça a été d'ailleurs évoqué, j'ai vu Gilles Châtelier tout à l'heure en arrivant, justement sur la nécessité d'avoir un langage scientifique commun pour évaluer le risque. Qu'est-ce que c'est qu'un petit p? Qu'est-ce que c'est qu'un risque absolu? Qu'est-ce que c'est qu'un risque relatif? Qu'est-ce que c'est qu'un intervalle de confiance? Tout ceci n'est pas évident. D'ailleurs, dans ma propre université et dans ma propre faculté de médecine, quand j'ai débuté, il n'y avait pas un mot sur l'enseignement des probabilités. Comment voulez-vous, à ce moment-là, parler d'un essai thérapeutique randomisé double aveugle, etc., si tout cela n'est pas enseigné? Et ça n'a rien d'évident. Alors, je dirais que, pour reprendre le mot d'Albert Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, et ne pas les nommer, c'est nier notre humanité. Et nous sommes victimes aujourd'hui des mots qui sont fallacieux, qui entraînent littéralement des fictions oraculaires, des amalgames sémantiques que je trouve dangereux. On parle de chirurgie du génome, de raccourcis simplistes, parce qu'à ce moment-là, dans l'esprit des gens, on balaye en quelque sorte la nécessaire rigueur que doit recouvrir un langage scientifique. On ne parle plus des mêmes choses. On parle de fantasmes quelque part qui se baladent. Et donc, il y a à ce moment-là, obligatoirement, malentendus, faux espoirs, désillusions. Et finalement, nous laissons, nous scientifiques, si nous ne sommes pas précis, et c'est quelque chose à apprendre que de communiquer, eh bien, nous laissons la place aux illusionnistes, aux magiciens, aux charlatans. Alors, la vérité dans les sciences, c'est aussi, je pense, de la part du scientifique, de ne pas surestimer ses résultats. Si vous regardez la plupart des articles de biologie qui traitent des biologies qui peuvent avoir une application dans le domaine médical, eh bien, je vous prends, je l'ai fait réellement tous les paris, que vous trouverez à la fin de l'article « These results are of extreme importance because they open the new avenue for research of drugs and C'est invraisemblable. D'ailleurs, c'est tellement invraisemblable qu'il y a quelqu'un qui a fait un travail là-dessus pour montrer que sur 100 articles, je crois, où il y a de telles conclusions, 100 articles dans Cell Science Nature, qui est une autre trinité diabolique, eh bien, vous avez à ce moment-là et des grands noms. Jamais, après 15-20 ans, il y a eu malheureusement, peut-être quelques pourcents, de prédictions réalisées. Survente, surestimation. Regardez par exemple ce qui se passe sur génétique et déterminisme. Ça, on est en plein dans les lois de biotique, c'est vraiment un point important. On est en train de simplifier, de raccourcir. C'est fou quand on pense à ce que c'est qu'à l'heure actuelle la complexité du vivant. Eh bien, on est en train de la ramener à un gène, un RNA, une pathologie, une loi. Mais c'est complètement fou, c'est ignoré complètement, là, y compris dans les maladies monogéniques à forte pénétrance exprimée chez l'enfant. Donc, si vous voulez, nous sommes coupables si nous n'allons pas plus loin pour montrer que c'est complexe. Alors, évidemment, c'est plus simple pour un journaliste de dire « c'est oui, c'est non votre réponse ». C'est toujours ça qu'ils disent. Ils ne demandent jamais quelque chose qui nécessite un peu plus de réflexion. Et voilà, mais c'est quand même pas comme ça. Alors, tout ça fait que je pense qu'il faut bien que nous sachions que la science, nous ne la possédons pas. Ce n'est pas à nous.
On a dit tout à l'heure que c'était un bien commun universel, mais je suis complètement d'accord. Et donc, nous ne sommes pas la caste des sachants qui vont pouvoir simplifier à l'extrême pour donner un message tronqué au public. Donc je pense que nous devons avoir réellement conscience de cela. C'est une responsabilité. Alors, bon, la défiance dans la science. Je vais prendre 3 points, parce qu'il y en a un que je ne traiterai pas puisqu'il a été amplement traité. D'une part, les controverses. Les inconduites, je ne le traiterai pas, puisque réellement, et Dieu merci maintenant, on en parle et c'est très bien. L'instrumentalisation de la science, je vais en dire un mot, et puis je dirai un petit mot quand même sur l'importance des réseaux sociaux. Les controverses. Alors ça, c'est intéressant. C'est bien normal qu'il y ait des controverses. D'ailleurs, elles ne sont pas toutes terminées. Jacques Hayesh a dit que la théorie de l'évolution, elle a évolué elle-même. C'est-à-dire qu'on est parti d'une vue lamarckienne des choses à une vue darwinienne, qui est une théorie de l'évolution, et on repart à l'heure actuelle sur une vue lamarckienne de l'évolution, auquel on rajoute un petit peu de microbiote, un peu d'épigénétique, et attendez, c'est pas fini, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui vont arriver et que l'on va découvrir, qui fait que le déterminisme n'est pas aussi simplet que ce que l'on croit. Le climat, moi je pense que c'est un débat très intéressant qui nous fait réfléchir parce que finalement on a les climato-sceptiques et puis au contraire ceux qui sont effectivement certains, entre guillemets, de ce qui va se passer dans 10 ans, 20 ans. Sauf qu'on n'a pas fait l'expérience, sauf qu'on n'a encore pas vu. Certes, on peut faire des modèles et des simulations, mais c'est tout de même, il faut bien voir aussi la relativité des choses. Mais le point intéressant, c'est quand il y a une controverse scientifique, elle a ses règlements. Elle a sa manière à elle, la controverse scientifique, de voir comment la vérité progressive va se faire. Eh bien, on donne preuve contre preuve. Galilée, il avait observé, la controverse est réglée. Encore que, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il y a à peu près 10% des Français qui pensent que la Terre est plate et que le Soleil tourne autour de la Terre. Non, mais c'est vrai. Donc, si vous voulez, il y a quand même du travail à faire. Tout est dans le niveau de preuve qui est absolument indispensable. En revanche, dans les fausses controverses, alors là, je ne suis pas sociologue, mais il y a un champ d'études évidemment très intéressant, notamment dans ce qui concerne les fausses nouvelles. Les fausses nouvelles volontaires. Évidemment, il y a les fausses nouvelles parce qu'il y a une imprécision et un travail qui n'est pas établi correctement sur des sources correctes. Mais les fausses nouvelles volontaires, c'est vraiment un sujet. Un sujet, pour avoir écouté récemment Gérald Bronner et d'autres, eh bien, ce sujet est en partie, je crois volontiers cette hypothèse, c'est que c'est une manière de s'opposer pour un certain nombre à ceux qui savent. C'est-à-dire que le complotisme est fait de façon, je dirais, à la limite, comme une nouvelle guerre de classe entre les sachants et les non-sachants. Ce qui est d'ailleurs quelque chose qui a évolué, parce que j'ai appris récemment que, au début du XXe siècle, les anarchistes politiques croyaient à la science, alors qu'aujourd'hui, je n'en suis plus sûr du tout. Ils croyaient à la science à telle enseigne qu'il y avait, j'espère que je vais retrouver ma note, il y avait un anarchiste qui s'appelait Raymond Calmin, qui faisait partie de la bande à Benoît, et l'expression « Raymond la science » vient de lui, parce qu'il était absolument passionné de littérature scientifique, et donc Raymond Calmin, voilà, il est mort malheureusement, mais en sachant un peu plus que les autres. J'ai appris avec intérêt, je ne connaissais pas bien, le site de décodage, des décodeurs du monde, et qu'il y a en fait une participation de plusieurs journaux pour vérifier la véracité des sources. Et ça, c'est intéressant parce que quelquefois on se décourage, etc. Mais on voit qu'il y a des contre-régulations qui se mettent en place. Et ça, c'est vraiment intéressant. Alors, les médias. Alors, tout le monde, évidemment, crache un peu sur les médias, mais en disant ils propagent trop vite, c'est de l'information rapide, non digérée, non réfléchie, etc. Je voudrais simplement vous rappeler le premier essai national des thérapies. À la suite des découvertes de Banting et Besse, eh bien, il y a eu le premier patient atteint d'un diabète insulino-dépendant qui était dans un état cachectique qui a fait l'objet d'une étude avec un résultat spectaculaire.
Eh bien, il y a eu un premier article en janvier 1922 dans Star, mais les chercheurs ont jugé que c'était prématuré et ils ont stoppé, si vous voulez, la suite des publications dans le domaine. Je vois que Raymond nous connaît le sujet. Et donc, en mars 22, des médecins torontois sont sur la voie d'un traitement du diabète, dit le quotidien de Toronto, et ce n'est qu'en fin 1922 que l'American Medical Association dise que les résultats, ils se font une autocritique au départ, rappellent les boniments des enchanteurs, des vendeurs d'huile de serpent et d'élixir miraculeux qui vantaient leur drogue sur la place du village, mais cette fois, disent-ils, avec quand même le recul d'un an, le patient n'est pas mort, il va beaucoup mieux, regardez la photo, il s'agit de témoignages scientifiques prudents et altruistes qui n'ont rien à vendre, c'est absolument véridique. Moi, je trouve que c'était une belle démarche qui fait honneur, je dirais, aux médias et aux scientifiques. Je voudrais quand même dire, les confiances dans les médias, oui, mais quand même, quand je vois la manière dont les statines ont été bradées, je voudrais dire que maintenant, on commence à voir 3 études qui montrent que la baisse de la prescription des statines est une réalité, et que de 2, dans une étude danoise sur 10 000 patients, qui est donc en dehors d'une étude française, et les Danois sont bien connus pour faire des études pharmaco-épidémiologiques très bonnes, eh bien, il y a une augmentation du nombre d'infarctus et d'accidents cardiovasculaires. Ça me permet de dire d'ailleurs que je ne voudrais pas faire une relation causale de ce qui n'est qu'une relation de corrélation. Chose absolument essentielle à l'heure actuelle, puisque nous vivons dans l'époque des big data, que l'hypothético-déductif de Claude Bernard va en grande partie être écorné par les études de corrélation sur des chiffres. Ça va être le diktat des chiffres, il va falloir quand même savoir un petit peu réfléchir. Mais tout de même, à chaque fois, je suis toujours surpris, par exemple, moi, j'ai rien que Madame Sabrina Debusca arrête la pilule, ou sa pilule en tout cas, ce qui moi, je préférerais. Même si elle dit que ça entraîne stress, prise de poids et que c'est un perturbateur endocrinien, là, que ce soit un perturbateur endocrinien, je suis bien d'accord. Mais quand sur la page adjacente de 20 minutes, je vois qu'il y a une pub des laboratoires Boiron sur stress et perturbateurs endocriniens et homéopathie, alors qu'il n'y a aucun essai thérapeutique, aucun, qui démontre l'efficacité d'un traitement homéopathique, je trouve ça une coïncidence intéressante. Voilà. Le doute, quand vous voyez, je suis aussi un douteur. C'est une vertu épistémique qui est cruciale. Je pense que c'est absolument essentiel de bien savoir que, évidemment, il faut savoir douter et continuer à douter. Mais Claude Bernard fait une distinction que je crois tout à fait pertinente, qui est le scepticisme. Il dit que le sceptique ne croit pas à la science, il croit à lui-même. Il juge que tout est opinion et que toutes les opinions se valent. C'est ce qu'on appellera aujourd'hui le relativisme. C'est-à-dire, après tout, voilà, où va-t-on voilà. Le douteur est le vrai savant, il doute de lui-même et de ses interprétations, mais il croit à la science. Et il conclut en disant, dans l'introduction de la médecine expérimentale, il faut douter, mais ne pas être sceptique. Alors, moi, ça me fait mal au cœur quand je vois que Books, qui est par ailleurs un très bon magazine, met en page ici le naufrage, en quelque sorte, de la biologie, de la médecine, de la psychologie, de l'économie et du climat. Pourquoi ? Parce que les chercheurs ne sont pas intègres. C'est vrai que nous avons notre responsabilité. Dans le même sondage que je vous signalais tout à l'heure, on voit que les Français font moyennement confiance, je dirais, aux chercheurs, et que cette confiance s'effondre ou s'effrite en fonction des domaines. Les énergies nouvelles, ça passe. Les cellules souches, ça passe à 50%. Et puis, quand on passe au nucléaire et aux OGM, eh bien, on a un niveau de confiance qui est très faible. Comment continuer, dans ces cas-là, à faire des expériences sur les OGM dans des espaces confinés avec un taux de confiance comme cela? Et en plus, on peut manipuler la science. Regardez, je vais prendre simplement l'exemple du tabac, qui vous est connu, mais quand même, il faut rentrer quelquefois dans les détails. Le tabac, c'est clair, chez nous, en France, c'est 60 à 70 000 décès annuels imputables, et notamment de mort subite ou troubles du numérique graves. Bien, cancer plus maladie cardiovasculaire.
Les corrélations entre tabagisme et cancer du poumon, au passage, a été apportées par les Anglais, et en fait par les médecins anglais, dès les années 50. Ce qui s'est posé, c'est la question, entre autres, du tabagisme passif, parce que c'est plus difficile à démontrer. Là, on parle de corrélation, mais il y a aussi, bien sûr, des études plus causales qui ont pu être menées. Naturellement, les industries et les cigarettiers ont commencé par nier l'effet nocif du tabac sur le cancer, le cardiovasculaire. Ils ont nié le danger du tabagisme passif. Tout le monde n'a pas le côté éthique de General Electric. Ils ont créé un centre de recherche qui s'intitule Tobacco Industry Research Council. Ça fait bien. Et ce council avait comme mission de forger les arguments contre les scientifiques. Et croyez-moi que si vous avez et que vous payez cher un certain nombre de scientifiques pour pouvoir répondre aux misérables épidémiologistes, eh bien, vous pouvez vous forger, je dirais, des arguments convaincants pour une population crédule. Alors, tout ceci aboutit à notamment les marchands de doute, avec cette officine qui a été créée par Brown et Williamson, cette officine qui disait en 69, notre produit c'est le doute, parce que c'est le meilleur moyen de concurrencer le corps de fait qui existe dans le grand public. Le doute au sens de doute instrumentalisé, ce n'est pas le doute scientifique dont je vous ai parlé. C'est quand même dramatique parce que ceci peut naturellement s'appliquer à d'autres domaines, le nucléaire, les pesticides, l'amiante, etc. Et finalement, pour aboutir à ce que je vous disais tout à l'heure, le relativisme, il reste toujours un doute, il y a incertitude, le lien n'est pas causal. Moi, je peux vous en dire un certain nombre comme ça. Donc, c'est vraiment important. Alors, je terminerai en disant quelques mots, mais vraiment, pour moi, cultiver l'esprit critique dès l'enfance, c'est fondamental. Ça se passe par des tas de manières. Et une, entre autres, puisque Claude m'a dit que j'étais à l'Académie des sciences, une chose dont on est en tout cas fier, c'est la main à la pâte, qui a été créée par Georges Charpak et par un certain nombre de collègues, avec notamment Pierre Léna, qui, met les enfants au primaire devant les faits, et puis on les interprète, ça marche pas, et on avance. Et ça, c'est une bonne chose. Le débat citoyen me semble essentiel. Sincèrement, je reviens de 48 heures et un peu plus à Toulouse, où vraiment le débat citoyen s'est organisé autour de ce qu'on appelle les technosciences et en même temps le débat éthique, bien entendu, qui est stimulé par, à l'heure actuelle, la révision des lois de bioéthique. Éducation, information, bien entendu. Je termine en disant, je crois beaucoup, et ça a été abordé, j'en suis ravi, à la science ouverte. Je l'espère, on n'a pas la preuve, mais enfin, c'est tout de même une manière de progresser et nous avons une loi pour cela, un livre blanc du CNRS que je vous invite à consulter. Au passage, il y a des fois où nous sommes aidés par les associations de patients qui sont désireux de savoir. Et je trouve que le site clinicaltrial.gov est un site important. Tous les essais cliniques sont répertoriés, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est comment il a été créé, à partir de qui. Il a été créé par les gens qui étaient atteints du sida et qui voulaient savoir s'il n'y avait pas des essais thérapeutiques qui se faisaient ici ou là et de façon à pouvoir en bénéficier. Donc là, ce site a été créé et permet d'avoir un recensement. Alors, ce n'est pas parfait, il y a beaucoup de choses à faire, mais enfin, ça a été quand même, je pense, un bon exemple de science ouverte au public par cette association. Et puis je terminerai sur quelque chose qui me tient aussi à cœur, qui est la science participative, qui n'est pas quelque chose du tout de récent. Il y a des grands astronomes et des gens qui ont observé l'univers, qui ont laissé leur nom sur des planètes. Nous, médecins, avec un peu de chance, on laisse notre nom sur un syndrome, mais donc c'est rare. Même quand on fait de l'éthique, c'est encore plus rare. Mais bon, ça permet, je crois, réellement. Alors, par exemple, c'est assez intéressant. Il y avait ce qu'on appelait les botanistes éclairés, qui servaient effectivement au 19e, 18e siècle. Ils étaient d'autant plus intéressants pour les vrais scientifiques que c'était des botanistes éclairés et en même temps fortunés. Et comme ils étaient fortunés,
ils étaient censés être dénués d'intérêt pécuniaire immédiat. Voilà. Donc voilà, je vous ai donné quelques exemples, avec notamment l'INSERM qui a créé un groupe de recherche et de réflexion des associations de patients. On a eu justement un bel échange entre ces associations, l'Académie des sciences et l'INSERM. Il y a à peu près un mois. Je trouve que c'est la notion de patient expert. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. Nous faisons participer le citoyen et le patient. Tout cela sont des choses qui sont utiles. Et je vous signale le rapport de François Houllier sur la science participative. Et j'en ai terminé. Et je vous remercie beaucoup de votre attention.